Bah, merci à vous, c'est trop bien cet endroit, je ne le connaissais pas. Donc moi je me présente, je m'appelle Joseph, je suis militant animaliste, antispéciste au sein de l'organisation PEA pour l'égalité animale, qui est une asso suisse romande qui existe depuis 2014 ou 2015, je ne sais même plus. Effectivement, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de lieu, ce genre d'espace où on peut venir présenter nos arguments et parler de spécisme, d'antispécisme, d'animalisme, qui sont un peu des termes tous un peu synonymes et puis à la fois un peu si différents. Et là, du coup, ce soir, c'est un peu l'introduction en fait à ce que nous on a lancé sur Fribourg, c'est les hivernales de la cause animale. Donc c'est pendant tout le mois de février. Il y aura des séries d'événements, des projections, des conférences sur ce qui nous, en tout cas, nous est cher, à savoir la cause animale. Du coup, moi je ne suis pas expert de ces questions-là, je suis militant un peu de terrain, je n'ai pas de publication ou de bouquins à vendre. Donc j'ai préparé une présentation qui est un peu sur la base de nos recherches à nous, de notre parcours, pour vous présenter en tout cas dans les grandes lignes, en tout cas, qu'est-ce que c'est que le spécisme, l'antispécisme, la lutte animale, et aussi la militance en francophonie, en tout cas, de ce qui peut se passer en Suisse romande, en France et aussi au Québec notamment. Mais encore une fois, c'est ce que je mets ici. J'espère que tout le monde peut lire. C'est que, ça se trouve, on est tous et toutes truffés de biais, donc ça se trouve, je vais dire énormément de sottises. N'hésitez pas à me faire part de vos doutes ou de vos critiques. Et j'ai pas envie d'être le seul non plus à parler ce soir. J'ai aucune idée de la durée de la présentation de mes slides, j'en ai 77, ce qui est beaucoup. Je pense qu'on va peut-être pas toutes les passer d'ailleurs, mais n'hésitez pas on peut créer un truc un peu participatif, on peut échanger. J'ai pas envie d'un truc trop scolaire, universitaire, où je suis vraiment tout seul à parler. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais dans ces cas-là, je peux vous montrer un peu de ce que moi j'ai prévu en tout cas de parler avec vous ce soir. Peut-être une définition du cadre dans lequel le mouvement antispéciste tel qu'il est fait à PEA est. Vous présenter du coup qu'est-ce que c'est que le spécisme d'un point de vue purement de définition et qu'est-ce que j'entends moi, qu'est-ce qu'on entend nous en tant qu'antispécistes par l'exploitation animale. Définir peut-être les notions de sentientisme, de véganisme, d'antispécisme qui sont peut-être pas forcément claires pour tout le monde. J'ai aucune idée en fait de savoir aujourd'hui à qui je m'adresse en fait, si vous êtes déjà des militants ou pas du tout. J'ai aucune idée, du coup c'est une séance d'introduction. Et bien évidemment, comme cette présentation a été faite en Suisse romande, à PEA, on est une asso qui est principalement basée en Suisse. Donc nous, là, moi je vais vous présenter en tout cas le fruit de nos recherches, de voir quelle est l'étendue en fait, de l'exploitation animale en Suisse et vous présenter un scénario qui est le scénario du post-spécisme. On essaye d'étudier la possibilité et toutes les perspectives et enjeux d'une Suisse débarrassée d'exploitation animale. Qu'est-ce que ça comprendrait, quelles sont les incertitudes, les enjeux et les perspectives associées à une Suisse débarrassée d'exploitation animale. Et j'aimerais terminer un petit peu sur une ouverture qui est d'expliquer l'histoire peut-être du mouvement militant, en tout cas en francophonie et en Europe, pour ce qui est, je connais le mieux en tout cas. Parler aussi des zones de convergence avec d'autres luttes et aussi de parler aussi malheureusement de la place de l'extrême droite dans le milieu animaliste qui est loin d'être nul. Ça va ce rime de parole? Ouais, cool. Donc je ne sais pas si ça vous va, si vous avez des questions. Normalement, je vais essayer peut-être de passer toutes les slides en à peu près une petite heure, mais vraiment si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Pour la définition du cadre, je pense que c'est important de s'attarder un peu dessus. Pierre Sigler, qui est le documentaliste de L214, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, c'est une association française qui a été principalement connue en diffusant des images et des enquêtes en abattoir. Le documentariste Pierre Sigler a fait paraître plusieurs articles sur lesquels, du coup, moi, je bâtis en tout cas le cadre de cette présentation et à PEA, on essaye d'être attaché à ça. C'est souvent rattaché à une notion de nature et
juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le cadre de cette présentation, il va être fait dans un cadre de naturalisme prescriptif et d'antinaturalisme prescriptif. Ici, tout est détaillé là, hein, c'est-à-dire que on est dans une société actuellement où on a très fortement tendance à faire des appels à la nature. Les animaux, ils se mangent entre eux, donc on a le droit d'exploiter les animaux. C'est vraiment des arguments auxquels on est souvent confronté. Et ça relève en fait du naturalisme prescriptif où on va prêter une essence aux individus. Nous, on essaye de détacher en tout cas cette notion-là de quand c'est naturel, c'est bon, quand c'est pas naturel, c'est forcément pas bon. Et de distinguer en fait le réel et les faits de ce qui peut être considéré comme bien ou mal. Et donc c'est un petit peu le cadre dans lequel moi j'ai décidé de faire cette présentation. En exemple d'argument typiquement de naturalisme descriptif, c'est simplement de dire c'est des faits en fait, c'est l'élevage est responsable de tant de pourcents d'émissions de gaz à effet de serre et quels sont les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec une alimentation végétalienne. Et un exemple de naturalisme prescriptif que nous on veut éviter, c'est de dire les humains sont omnivores, donc ça justifie la consommation de produits animaux et de viande. Ou de dire aussi les lions mangent les gazelles, alors nous du coup on a effectivement le droit de le faire. Et un exemple aussi d'antinaturalisme descriptif, c'est du coup les vaches elles sont là pour être mangées. C'est la place du sanglier d'être dans la forêt et d'être chassé. Et en gros, c'est le fameux au final, la nature fait bien les choses, la nature se régule toute seule. Nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça. On pense il n'y a pas de consensus scientifique encore sur cette question, mais on pense qu'il y a une prédominance potentielle de la souffrance dans le monde sauvage et que l'équilibre naturel, c'est une notion qui n'est pas valide d'un point de vue scientifique et que les équilibres à chaque fois sont plutôt dynamiques. Et là, j'ai écrit « Les alpages ne sont pas voués à être éternels uniquement parce que les montagnes sont plus jolies ainsi ». Mais c'est vraiment un argument qu'on entend aujourd'hui pour justifier l'exploitation animale, c'est de dire que les pâturages tels qu'ils sont importants. Et c'est une notion que j'aimerais rediscuter un peu plus tard. Pour commencer un peu ma petite histoire, je voulais vous raconter l'histoire des vaches libres de l'île Amsterdam. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. C'est une illustration en fait de qu'est-ce que c'est que le spécisme et de quelle manière en fait on considère les animaux, les autres animaux, parce que nous sommes nous aussi des animaux. Et en fait en 1871 sur un tout petit îlot au sud de l'océan Indien, c'était une terre qui était une colonie française. Il y a un éleveur qui a décidé d'amener 5 vaches et d'y développer un élevage de vaches pour ensuite l'exporter à peu près partout autour. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché, parce que c'était une île qui était inhabitée, c'était très compliqué, et en fait l'éleveur, lui, est parti, et ils ont laissé le troupeau sur cette île dans un état complet de liberté, quoi. Et lorsqu'une station météo française s'est construite dans les années 80, les météorologues et les environnementalistes ont fait un comptage du nombre de vaches et sont apparus qu'il y en avait plusieurs milliers et que ces vaches avaient vraiment vécu en totale liberté pendant plus d'un siècle sur un territoire avec diverses zones environnementales. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, le gouvernement français avait pris la décision de tuer la totalité de ces vaches. Et en fait, c'était plusieurs campagnes d'abattage. Et en 2011, c'est en 2011 que la dernière vache a été aperçue, photographiée. La totalité de la présentation, si jamais, j'ai pas mis de photos de trash ou de photos violentes. Mais je vous assure que si vous tapez vache libre dans Google Images, c'est vraiment pas cool. Mais en gros, quelle est en fait la raison pour laquelle on a décidé d'exploiter et d'exterminer ces vaches? C'est que est rentré en compétition écosystémique avec un buisson qui est endémique de plusieurs îles du sud de l'océan Indien, qui est le Filica arborea. C'est une espèce végétale qui est uniquement présente sur 2 îles, et dont l'île Amsterdam où il y a les vaches. Et le fait est que ces vaches adorent manger ces feuilles. Et au fur et à mesure du développement de la population de vaches, la répartition géographique de ces buissons était de plus en plus petite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a considéré que la valeur en fait, de l'espèce Filica arborea était beaucoup plus importante que la vie de 2000 individus
qui était du coup de ces 2000 vaches. Et la question c'est qu'on a effectivement eu un regard complètement spéciste sur cette histoire, étant donné qu'on a pris la décision de tuer ces 2000 vaches sans aucun... On n'a pas cherché à trouver d'autres solutions en amont, on a pris la décision de les tuer, mais est-ce qu'on l'aurait fait si c'était 2000 chats, 2000 chiens, 2000 humains? On peut probablement penser, dans notre cadre européen d'Europe de l'Ouest, que non, on n'aurait pas tué 2000 humains pour sauver une espèce de buisson qui n'était pas uniquement endémique à l'île Amsterdam. Et donc c'est bien par spécisme que cette solution d'abattage a été mise en place pour préserver la biodiversité de cette île. Biodiversité, enfin présence de cette espèce, on a vraiment attaché une notion très positive à la présence de cette espèce Filica arborea, en partant du principe que plus la biodiversité est élevée, mieux c'est. Et en fait ça c'est un très bon exemple de naturalisme prescriptif, d'essentialisme, que en tout cas dans les milieux antispécistes on aime remettre en question. Et là il faut que je définisse quand même le spécisme, maintenant que j'ai terminé ma petite histoire. C'est un terme qui a été inventé il y a plus de 50 ans par un psychologue qui était engagé contre les expérimentations faites sur les animaux. Et par analogie avec le terme de racisme et de sexisme, il y a 50 ans, lui avait construit le terme de spécisme. Et ce terme a été popularisé par Peter Singer dans son ouvrage La libération animale, qui a été publié en 75 et a eu plusieurs rééditions depuis. Moi je préfère, et à PEA on préfère parler de spécisme plutôt que de véganisme. Parler de spécisme et militer contre le spécisme est plus pertinent et plus efficace que uniquement faire la promotion du véganisme. Le véganisme c'est uniquement un mode de vie, c'est pas une oppression, c'est pas une discrimination que subissent des individus. J'ai mis ici les vaches ne sont pas véganes et les grands prédateurs non plus. C'est vraiment un mode de vie qui est humano-centré, anthropocentré, et le véganisme en fait bypass plein de soucis dans la manière de présenter le véganisme, notamment la question de la souffrance des animaux sauvages. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps d'en parler ce soir, mais c'est aussi important de rappeler que le véganisme est imparfait. C'est un peu quelqu'un qui veut être vegan jusqu'au bout de ses ongles, c'est quelqu'un qui malheureusement va vivre en ermite dans sa grotte. Typiquement, moi je paye mes impôts, parce que j'ai pas vraiment le choix, mais il y a une partie de ces impôts qui est destinée à payer des subventions qui vont financer les élevages et les abattoirs. Donc d'un point de vue logique, on pourrait dire que je ne suis pas vegan parce que je finance directement des élevages et des abattoirs. Donc ça veut dire que je ne devrais pas payer mes impôts et on n'y arrive pas. Hein. Typiquement, dans le goudron, il y a des produits d'origine animale, donc je ne devrais pas marcher sur du goudron. C'est compliqué de vouloir tout appliquer à 100%. Même si, voilà, moi j'ai un mode de vie vegan en faisant mes courses au supermarché et on encourage évidemment tout le monde à avoir ce mode de vie. Mais on préfère parler de spécisme parce que c'est le nom de l'oppression que subissent les autres animaux tous les jours. Et on préfère effectivement parler pas d'un monde vegan, mais parler d'un monde post-spécisme, parce qu'en fait il ne concernerait pas que les humains, mais la totalité des êtres sentients, autre terme dont j'aimerais définir un petit peu plus loin. Mais j'ai toujours pas défini ce que c'est que le spécisme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions du spécisme, donc c'est un enfer d'essayer de synthétiser ce que c'est que le spécisme. Moi je suis en contact avec François Jacquet. Ouais, c'est une slide que j'ai recyclée complètement d'une autre présentation, mais François Jacquet est un post-doctorant enseignant aujourd'hui à l'université de Strasbourg, qui a fait ses études sur le spécisme à l'université de Genève. Et je lui avais demandé, mais je suis un peu dans la merde pour trouver une bonne définition du spécisme, et il a juste dit que je devrais prendre la bonne. Donc pour lui faire honneur, j'ai décidé de prendre la sienne. Et en fait, je pense qu'on peut peut-être le résumer de cette manière-là, le plus simplement possible, c'est que le spécisme est la discrimination basée sur l'appartenance d'espèces. Espèces, ici, encore une fois, on ne s'intéresse pas... on s'intéresse là uniquement au monde vivant, hein, mais autrement dit, ça consiste à accorder plus ou moins de considération et de bien-être à la souffrance des individus en fonction de la boîte espèce que l'espèce humaine a fabriquée et dans lesquelles ils ont décidé de les ranger. La plupart des animaux sont des êtres sentients et ont donc des droits fondamentaux,
Et pas respecter ces droits-là, a priori, c'est quelque chose d'immoral, à moins qu'on ait une raison extrêmement impérieuse pour y arriver. Mais en tout cas, ces individus sentients n'ont pas uniquement des patients moraux, mais sont des agents moraux. Oui, alors après, j'ai glissé un lien sur une thèse qui est disponible en ligne sur la convergence des 4 grands courants philosophiques vers une convergence de l'acceptation, en tout cas de l'antispécisme. Mais donc le post-spécisme, qu'est-ce que c'est? Ce serait, en métaphore, un monde vegan. Comment on pourrait le définir? Ce serait un monde qui serait débarrassé de l'exploitation animale, donc sans abattoir, sans chasse, sans bateau de pêche, sans expérimentation sur les autres animaux, sans zoo, etc. etc. Et en fait, on se rend compte qu'on aurait une société qui serait en complet décalage, radicalement différente de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où en fait on aurait fait disparaître ce lien de domination des humains envers les autres animaux, et où on prendrait aussi en compte la souffrance des animaux sauvages dans notre vie de tous les jours. Quand on parle tout de suite de souffrance des animaux sauvages, on pense tout de suite au rapport de prédation, c'est-à-dire symboliquement le lion qui mange la gazelle. Et effectivement, il y a des intellectuels antispécistes qui sont contre la prédation et qui souhaitent un monde sans lion ou sans prédateur, où tous les individus pourraient vivre sans avoir peur d'être chassés. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on sait que l'incertitude écosystémique de ce genre de choses est énorme, mais moi, par souffrance d'animaux sauvages, je prends en considération le fait qu'on peut venir en aide à énormément d'animaux, pas la gazelle et le lion, mais l'écureuil, le cerf, le sanglier qui est à côté de chez nous, qui peut souffrir du froid, de la maladie, de la faim. Et il y a des solutions qui peuvent exister pour venir en aide à des tonnes et des tonnes d'animaux. Et en fait, c'est plus ou moins ce qu'on fait déjà quand on met sur notre balcon une boule de graisse pour les oiseaux en hiver. Théoriquement, on fait de l'interventionnisme, puisqu'on met à disposition quelque chose d'humain au bénéfice d'animaux sauvages. C'est plus ou moins ce que j'entends. Maintenant, il se trouve qu'un peu plus tard dans le mois, il y a une intellectuelle qui va venir ici à Fribourg présenter. Elle s'appelle Axel Playus-Bror et c'est un peu son sujet dans lequel elle est spécialiste, beaucoup plus que moi. Donc je vous encourage à venir poser toutes vos questions pour elle. Et il y a déjà des conférences d'elle qui sont disponibles sur Internet. Donc n'hésitez pas, ici on a posé des flyers à vous servir de tout ça. N'hésitez pas. Donc là, pour aujourd'hui, c'est évident que je ne peux pas tout traiter, les zoos, les cirques, l'expérimentation animale, c'est beaucoup trop vaste et il faudrait 14 conférences de 8 heures. Tant que nous n'avons pas aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je ne vais pas vous cacher. Mais on va principalement ici regarder ce qui nous intéresse, nous, peut-être dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire comment on produit notre nourriture, comment on occupe notre sol, comment est-ce qu'en fait on peut aujourd'hui utiliser notre environnement pour notre vie de tous les jours vis-à-vis de l'exploitation des animaux et des élevages. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les argumentaires animalistes sont un peu passés à côté de cette question et il y avait beaucoup de militantes et de militants animalistes qui étaient persuadés que le véganisme allait automatiquement résoudre tous les problèmes du monde, la faim dans le monde, l'accès à l'eau potable pour tous. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et on n'a pas la prétention, je pense que si on est honnête intellectuellement, on n'a pas la prétention de dire que l'antispécisme va régler tous les problèmes de domination et de souffrance et d'inégalité, clairement pas. Mais il existe quand même des solutions et qui rentrent aussi en considération la prise en compte de ceux qui travaillent dans l'exploitation animale, notamment les éleveurs. Les éleveurs, à mon avis, ont une place fondamentale à jouer dans ce passage d'un monde où on exploite les animaux à un monde où on ne les exploite pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler par exemple de Jean-Marc Charrière, qui est un ancien éleveur de vaches laitières en Valais, qui du coup, du jour au lendemain, par choix éthique, a décidé d'arrêter d'envoyer ses vaches à l'abattoir et de cesser son activité, et il s'est reconverti dans d'autres activités. Vous avez aussi dans la région de Zurich le sanctuaire de Hofnar, qui est aussi dans le même cas, un éleveur laitier qui, du jour au lendemain, s'est dit « mais c'est plus possible, je ne peux plus continuer d'envoyer
60 vaches par année se faire égorger, alors que j'ai mon chat et mon chien qui sont juste là, c'est complètement incohérent. Et du coup, ils ont développé un modèle alternatif pour pouvoir continuer à vivre et à faire vivre les 60 vaches qui sont aussi encore sur l'exploitation à l'heure actuelle. Donc en fait, il existe quand même un cadre théorique et technique qui montre qu'il y a des enjeux, des perspectives et des pistes potentielles qui sont très, très intéressantes, mais c'est vrai que l'abandon de l'exploitation animale, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore considéré politiquement comme pertinent. On a bien vu, c'était quand la votation sur l'interdiction de l'élevage intensif, c'était en septembre dernier. On a eu des débats dans la société qui étaient plutôt de mauvaise qualité, j'ai trouvé. Pas de la part des antispécistes, mais les arguments déployés pour défendre l'élevage étaient pour moi vraiment pas à la hauteur du débat. Et donc j'aimerais vous présenter en fait des solutions qui existent. Il y a une brochure qui a été réalisée par un collectif de militants libertaires anarches de la région de Genève qui s'appelle « Pour une agriculture sans exploitation animale ». Ils l'ont édité en brochure papier, je ne l'ai pas ici, mais vous pouvez la trouver sur Internet sans aucun problème, sur InfoKiosque. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si des personnes sont intéressées par la présentation là et veulent mes slides, les sources et compagnie, vous m'envoyez votre adresse mail, enfin, vous pouvez bénéficier de tout ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, je vais montrer ici 2 points qui sont que l'élevage n'est pas nécessaire à l'agriculture, qui est une idée reçue qu'on a quand même assez souvent, et traiter aussi la problématique des terres marginales. Les terres marginales, qu'est-ce que c'est? C'est des endroits où on pense a priori que la seule chose qu'on peut valoriser, c'est par l'élevage. Donc c'est les alpages, c'est les zones un peu désertiques, à faible régime hydrologique ou ce genre de choses. Mais peut-être pour rappeler en fait, comment est-ce qu'on crée des aliments, de l'énergie et des nutriments qui sont bénéfiques pour nous les animaux? C'est qu'au final, il faut partir du principe que c'est les végétaux qui font le boulot. Hein. La totalité en fait de la nourriture que nous on va manger, qu'on soit vegan ou non, elle vient à la base de matières organiques et d'éléments chimiques qui ont été synthétisés et concentrés dans des végétaux. Et on voit en fait très bien qu'ici, sur 100%, donc c'est un graphique qui est issu de la publication que je vous ai présentée précédemment, les herbivores n'arrivent à retenir au cours de leur cycle de vie que 4% de la totalité de l'énergie qui a été produite par, enfin en tout cas concentrée par les végétaux, et les carnivores encore moins. Et tout ça après se perd par déchets, donc les excréments qu'on peut retrouver dans le fumier, dans le lisier, etc. Mais l'élevage est une manière assez inefficiente de produire de la nourriture. La manière la plus efficiente de produire des nutriments, ça reste aujourd'hui la consommation de végétaux. On parle souvent de la déforestation en Amazonie, mais on est aussi concerné en Suisse. L'élevage est une source immense de nuisances en termes environnementaux, purement en termes écologiques, en termes de déforestation, de la consommation d'eau. Aujourd'hui en Suisse, on est aussi maintenant avec le réchauffement climatique concerné par des sécheresses qui ont lieu d'année en année. Là, souvent, quand les défenseurs de l'élevage vont vous dire que c'est pas vrai, une vache au cours de son cycle de vie consomme pas, il faut pas 5000 litres d'eau pour créer 1 kg de viande bovine par exemple, c'est plutôt effectivement 50 litres. Mais nous, en fait, on se concentre surtout sur les millions et les millions de poules, de dindes, de cochons qui sont aujourd'hui élevés dans des élevages intensifs. Et c'est souvent, faut bien se rendre compte que la majorité des calories animales qui sont consommées par les humains aujourd'hui, c'est pas l'exemple idyllique de la vache suisse dans son alpage. Et que la majorité sont des animaux qui vivent à partir de, non pas d'herbe qui a poussé joliment dans les petites pâtures suisses, mais d'aliments cultivés issus de la déforestation. Par exemple, et je vais y revenir plus tard, la Suisse importe chaque année entre 400 000 et 500 000 tonnes de soja qui viennent du Brésil. Et ce n'est pas pour nourrir les véganes, c'est pour nourrir les poules et les cochons qui existent aujourd'hui dans les élevages en Suisse. Donc je ne vais pas trop m'étendre un petit peu là-dessus. Mais je voulais quand même aborder le problème des terres marginales. Moi, je suis petit-fils d'éleveur, je viens d'une région montagneuse et souvent on a un peu
l'idée préconstruite que les alpages ont un rôle prépondérant dans l'environnement alpin et que c'est quelque chose qui a toujours été là et qui est non changeable et que si on change ça, c'est la disparition des paysages tels qu'on les connaît. Et il faut reconnaître que l'élevage extensif, donc à faible densité dans des zones marginales, jouit quand même plutôt d'une bonne image de la population, c'est-à-dire on imagine des animaux qui sont dans le bien-être et dans le respect des éleveurs et c'est vraiment vu comme un espèce d'argument massue qui est déployé en premier pour au contraire occulter les millions et millions d'animaux qui vivent une vie de misère dans les élevages en Suisse, y compris les vaches en hiver dans les étables. Et c'est surtout vu comme quelque chose de nécessaire. L'élevage en termes marginal est vu comme quelque chose de nécessaire. Et j'aimerais en fait nuancer ce propos qui est aujourd'hui balancé par Swiss Milk à coût de dizaines de milliers de francs dans des publicités tout le temps. Il faut bien se rendre compte que l'élevage en termes marginal, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et c'est avec l'essor de la société capitaliste, avec la création de produits à forte valeur ajoutée, forte valeur culturelle ajoutée comme la viande et le fromage, que des zones reculées de montagne qui jusqu'alors utilisaient des productions vivrières, souvent des productions végétales qui poussaient jusqu'à 2000 mètres d'altitude, ont été abandonnées pour mettre en place des systèmes de production de produits animaux pour rendre service aux gens qui étaient avec un mode de vie plus aisé dans les centres urbains qui étaient au développement à partir du 15e, 16e siècle. Là encore une fois, c'est un peu dense, je suis désolé, mais j'ai mis ici des articles sourcés d'historiens. Je vous encourage aussi à lire un livre de Madame Porcher, qui n'est pas Jocelyne Porcher, mais qui est une autre historienne, sociologue suisse, qui a écrit un livre sur l'histoire du lait en Suisse. Et en fait, il y a eu un aspect très trendy dans le lait qui est très récent. Par exemple, à Lausanne, dans les années 60, il y avait un bar à lait. Et c'était quelque chose qui avait été mis en place pour faire la promotion de ce produit-là. Et en fait, c'est quelque chose de très récent. Et ce n'est pas du tout quelque chose de millénaire comme on pourrait l'imaginer. Moi, dans le village d'où je viens, je crois que j'ai mis des photos dans le diaporama. On voit vraiment une photo des années 20-30 où la moitié des champs qui aujourd'hui sont des pâtures sont en fait des champs de blé, de seigle et de cultures d'altitude qui permettaient aux gens de faire leur propre pain dans un village qui était à 1100 mètres d'altitude. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces cultures ont disparu au profit des élevages qui aujourd'hui osent dire qu'ils sont nécessaires parce qu'ils ont toujours été là, ce qui est en fait complètement historiquement faux. J'aimerais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que le post-spécisme tel qu'on peut l'imaginer en Suisse. En Suisse, c'est l'exemple qu'on peut connaître le mieux. C'est un bon exemple, la Suisse. C'est une diversité de paysages, d'environnements. On a des environnements alpins, de plaines, de moyennes montagnes avec le Jura. Et c'est assez intéressant de se rendre compte par la diversité des environnements qu'il y a en Suisse, le potentiel qu'on peut imaginer à étendre sur une zone géographique beaucoup plus grande. C'est un genre de laboratoire à ciel ouvert, la Suisse, et c'est assez cool. On a eu l'idée, nous, à PEA, de créer un gigantesque projet de recherche sur le post-spécisme tel que je vous l'ai défini. Mais tout ça, c'est pas venu de notre propre chef, c'est que la Suisse elle-même s'intéresse à des scénarios où l'élevage viendrait en tout cas soit disparaître, soit être fortement réduit. Et ici, c'était l'Agroscope, qui est un institut de recherche en agronomie en Suisse, qui avait émis des scénarios pour travailler sur l'autosuffisance alimentaire en Suisse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, la Suisse n'est absolument pas autosuffisante d'un point de vue alimentaire. Elle importe plus de la moitié des calories qui sont consommées en Suisse par les humains en Suisse. Et on est à 55%. Et en fait, on est au même niveau qu'en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et on a vu une augmentation de cette autosuffisance. Et depuis 30 ans, cette autosuffisance redescend. Et la Suisse n'est pas du tout autosuffisante. Et l'Agroscope avait mené des projets de recherche en disant si on cherche une autonomie totale, comment est-ce qu'on devrait organiser notre sol? Comment est-ce qu'on devrait occuper le sol pour produire des denrées alimentaires pour les Suisses? Et en fait, ce qui est important, c'est que les résultats de cette étude montrent que la grande totalité des élevages de poules, de cochons devraient disparaître. Et en fait, l'élevage serait réduit à une portion très congrue avec les quelques exemples des vaches idylliques dans les montagnes, mais qui en fait ne produiraient
pratiquement rien et tout viendrait de production végétale. Et ils sont à l'heure actuelle en train, depuis plusieurs années, de produire une nouvelle publication sur est-ce qu'une Suisse végane serait possible. Il y a eu une présentation, mais elle est en suisse allemand, elle a eu lieu il y a 3 semaines, je ne parle pas suisse allemand, donc je n'ai pas encore eu accès aux données, mais a priori les résultats sont oui, c'est possible d'avoir une population humaine suisse 100% végétalienne avec des produits uniquement cultivés en Suisse. On était assez étonnés, mais après l'angle de vue, c'était pas de se poser d'abord la question d'un monde sans spécisme, mais ils se sont dit, bah, en fait, c'est de la modélisation informatique, tout est détaillé dans la publication. Honnêtement, je ne comprends pas tout à la modélisation systémique dans leur publication, mais ils se sont dit, mais en fait, nous, le but de notre recherche, c'est de trouver une Suisse 100% autonome, alimentairement parlant, pour les humains qui vivent en Suisse. Et le résultat de leur recherche, ben oui, ils ont été en tout cas assez honnêtes en disant, bah oui, concrètement, on doit faire disparaître les élevages de cochons et de poules, etc. Mais juste peut-être pour rappeler, c'est que là, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé d'écologie, beaucoup parlé d'environnement, beaucoup parlé d'occupation des sols. Mais en fait, ça fait un moment que je ne parle plus vraiment d'animaux et je ne parle plus non plus d'individus. Je ne sais pas si vous savez aujourd'hui combien d'animaux sont exploités et combien d'animaux sont tués en Suisse par année. Et quels sont les trends sur ces 15 dernières années. En 2021, les derniers chiffres là sont tombés, on a passé plus de 80 millions d'animaux terrestres tués, abattus en Suisse, dans les abattoirs suisses. Ça correspond à 85% de la consommation de viande et de produits animaux en Suisse. Il y a 15% qui sont importés de l'extérieur et en fait ce chiffre a doublé. C'est-à-dire qu'en 2006, ça, les datas, c'est les rapports annuels de Proviande. C'est une des chances qu'on a en Suisse, c'est que tout est public, tout est accessible assez simplement. Il y a beaucoup d'offices fédéraux qui mettent à disposition année après année les données. Et en fait, on a le nombre d'abattages en Suisse du nombre d'animaux et on a pratiquement doublé le nombre d'animaux tués en Suisse. On était à 55 millions en 2007 et on a dépassé les 80 millions cette année. Et là, je parle uniquement de consommation indigène et je parle uniquement d'animaux terrestres. Aujourd'hui, malheureusement, pour les poissons, pour les animaux aquatiques, il n'y a aucune data puisque les producteurs, les éleveurs de poissons ne font que peser le poids mort des animaux. Et après, on arrive à reconstruire le nombre d'individus, mais ce sont des fourchettes. Hein. À l'échelle mondiale, on estime qu'on tue chaque année entre 1000 milliards et 3000 milliards d'animaux aquatiques, poissons, crustacés. Mais on est dans l'incapacité de fournir un chiffre précis, une fourchette plus resserrée. Mais les ordres de grandeur sont quand même assez astronomiques. Et en fait, ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'on entend souvent, qui est que la consommation de viande baisse en Suisse. Et ça, c'est vrai. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que la consommation de viande baisse, mais le nombre d'animaux augmente? C'est simplement qu'en fait, on tue plus de petits animaux. Et je ne sais pas si j'avais mis ici le détail, mais la majorité des animaux qu'on met à mort en Suisse sont des animaux qui pèsent pas grand-chose en termes de poids, mais ce sont toutes les poules, les dindes et les autres oiseaux. Et on se rend compte là que l'exemple type qui est toujours rabattu par Proviande, par Swiss Milk, qui sont les vaches, c'est vraiment, on le voit même pas sur le graphique, quoi. On tue plus de 60 millions d'animaux, de poules, de dindes chaque année en Suisse. Et on ne fait que parler des 300 000 vaches qui sont dans les prairies. Donc il y a aussi, encore une fois, une complète disproportion dans ce qui est présenté par Swiss Milk et par Proviande. Les trends sont les mêmes en Allemagne, en France, dans le reste de l'Europe. Mais le nombre en fait, de poules et de dindes qu'on a exploitées et mis à mort en Suisse a explosé ces 12 dernières années. Mais effectivement, on mange moins de viande en kilos par habitant et la proportion continue. Mais en fait, on met de plus en plus d'animaux à mort. Et pour nous, en tant qu'antispécistes, quand on s'intéresse à la vie des individus et au sort des individus en tant qu'individus pour ceux qu'ils sont, ça nous pose effectivement un énorme problème. L'avantage numéro 1 en fait, de considérer effectivement un monde post-spécisme, ou en tout cas une Suisse post-spécisme ou un territoire post-spécisme, c'est
c'est pas forcément l'occupation des sols, c'est pas forcément d'un point de vue écologique ou environnemental quels en seraient les enjeux et les perspectives, mais c'est simplement qu'on empêche en fait la mise à mort de 80 millions d'individus sur un territoire grand comme la Suisse, qui est quand même pas le plus grand territoire au monde, et c'est une somme de souffrance qui est quand même assez immense. Et c'est vraiment ce pourquoi on lutte. Voilà, le petit point sur les animaux. Les estimations, on est sur plus de 8 millions d'animaux aquatiques, poissons, crustacés tués. Il faut savoir que les animaux, les poissons qui sont pêchés en Suisse sont recensés. Donc ils font, là vraiment on a un décompte précis de tant de truites sauvages sont tués, mais la majorité des poissons sont des poissons issus de l'aquaculture. Vous avez aujourd'hui du saumon valaisan, qui est une usine où on récupère l'eau des glaciers, puis en fait c'est des animaux qui vivent dans des environnements avec une concentration, une densité de population qui est immense. Les saumons sont des poissons carnivores, donc ils font apporter des poissons décédés d'ailleurs pour nourrir les saumons valaisans dans l'eau valaisanne. Mais voilà, bref. Je voulais juste, pour revenir un petit peu d'un point de vue occupation des sols, vous montrer qu'en fait, il y a des enjeux et des perspectives qui sont chouettes et que c'est possible de considérer une Suisse post-spécisme. C'est que vous voyez qu'aujourd'hui, la Suisse, en fait, la surface agricole suisse ne considère pas les élevages, c'est quelque chose d'à part, mais on a 1 million d'hectares de terres agricoles qui sont représentés sur ce diagramme. Et la majorité ici sont des prairies soit temporaires, soit permanentes. Les terres ouvertes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des terres assolables, plus les vergers et plus les vignes, c'est-à-dire c'est des productions végétales. Et ce qui est important de vous dire, c'est qu'en fait, si on fait en fait la distinction de ces terres ouvertes où on fait du soja, du blé, etc., plus les prairies, plus, en fait, si on essaie de séparer qu'est-ce qui va dans l'alimentation humaine directe, végétale directe, et la totalité de l'exploitation animale, on se rend compte en fait aujourd'hui que la majorité des cultures en Suisse sont destinées à nourrir les animaux qu'on va mettre à mort. Et ça veut dire que quand vous prenez le train et que vous regardez une prairie, il y a plus d'une chance sur deux qu'elle soit destinée à nourrir des animaux qu'on va exploiter et tuer en Suisse. Et ce qui est important de vous dire, c'est que ce n'est pas suffisant. Comme je vous ai dit, on importe plus de 800 000 tonnes de soja, non, 500 000 tonnes, pardon, excusez-moi, de tonnes de soja par an qui vient du Brésil pour nourrir les animaux parce qu'on n'est pas capable de les produire en Suisse. Et voilà, je ne vais pas non plus m'étendre trop sur les chiffres, on peut y revenir après. Je voulais juste, voilà, comme je vous ai dit, la majorité du soja qu'on importe et qu'on produit en Suisse n'est pas destiné à nourrir, à faire du tofu pour les véganes, mais à nourrir les animaux qu'on exploite. En Suisse, les derniers chiffres que j'avais, il y avait seulement, je crois, 750 tonnes de soja produites en Suisse qui étaient directement liées à l'alimentation humaine et les 5200 tonnes voilà, de soja produits en Suisse, la majorité aussi est destinée à l'alimentation des animaux. Donc vraiment, la proportion, c'est souvent un argument qui est déployé par les défenseur de l'élevage, c'est de dire que oui, mais il faut arrêter parce que le soja que les véganes consomment, ça va faire de la déforestation en Amazonie. C'est faux, la majorité de la déforestation en Amazonie est associée à la culture de soja et à la déforestation pour créer des gigantesques plaines où on élève du bétail pour créer des sommes inimaginables de souffrance. Si on devait agglomérer toutes les cultures en Suisse qui sont destinées à nourrir les élevages, on aurait la superficie du canton de Lucerne à peu près. Il faut imaginer un gigantesque champ de monoculture si on rassemble toutes les parcelles de terre qui sont utiles pour nourrir les animaux d'élevage. C'est à peu près la superficie du canton de Lucerne. Mais quand on ajoute à ça toutes les importations, en fait, on aurait un champ qui serait de la taille du canton de Vaud, Neuchâtel, Genève en plus. Donc, on est vraiment sur des superficies énormes qui sont en fait des superficies qui sont exploitées ailleurs, dans souvent des pays pauvres, pour nourrir des animaux en Suisse qu'on va mettre à mort pour nous alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Et voilà, ça c'est l'autosuffisance alimentaire, je ne vais pas y revenir non plus. Des calculs ont été faits, ça c'est aussi présent dans les publications de l'Agroscope et dans diverses publications notamment en France.
plusieurs publications faites par des scientifiques français et par des instituts étatiques. Mais en fait, on se rend compte que de manière générale, quelqu'un qui a une alimentation végétalienne utilise moins d'hectares de sol pour manger, être en bonne santé que effectivement quelqu'un qui se dit être omnivore et manger un peu de tout. Un truc à retenir qui est important, c'est que si on agglomère tout aujourd'hui, on a plus d'un quart de la superficie suisse qui est directement liée au spécisme de près ou de loin. Si on compte les alpages, les cultures, les espaces de prairies sur lesquels les quelques vaches vont paître. Alors qu'aujourd'hui, il existe déjà une diversité alimentaire absolument folle au niveau des alternatives végétales, des choses qui existent déjà en Suisse. On a du quinoa suisse, on a du pois chiche suisse, on a du soja qui est cultivé en Suisse. On a une diversité qui est absolument énorme. Et en fait, ça permettrait, d'un point de vue purement en efficience énergétique, de pouvoir nourrir une population beaucoup plus grande, beaucoup plus simplement, avec des sources alimentaires bien plus diverses. Et en fait, j'aimerais terminer un petit peu cette présentation un peu brève de qu'est-ce que c'est que le spécisme, le véganisme et le post-spécisme, pour vous présenter quand même quelques slides sur qui on est en tant que militant antispéciste, d'où est-ce qu'on vient, quelles sont les zones de convergence, et on se rend compte qu'il y a des ponts croisés avec d'autres luttes et que ces ponts sont vraiment énormes et vraiment importants. C'est vrai que souvent la cause animale, c'est le parent pauvre un peu de la gauche et des milieux progressistes. Un très bon exemple, c'est que quand Yves Bonnardel, David Olivier et une troisième personne dont j'ai oublié le nom, ont décidé de créer les cahiers antispécistes, qui sont une revue dédiée au spécisme. Ça a été la première revue dans les années 90 à s'intéresser à l'exploitation animale. Ils ont découvert le bouquin de Peter Singer. Ils se sont dit mais c'est génial, il faut qu'on en parle aux collègues dans les milieux anards et libertaires. Et en fait, ils se sont fait défoncer, quoi. Ils n'ont vraiment pas été pris au sérieux et ils ont été la risée et la moquée de tous les milieux anards et libertaires dans les années 90 et 2000. Typiquement, les milieux anards en France, Alternative Libertaire ou Radio Libertaire, interdisaient de parler de spécisme jusqu'à encore récemment. Donc c'est vraiment dommage de voir, on l'a vu aussi avec la précédente campagne présidentielle en France, voir le candidat du Parti communiste se moquer en fait des véganes et jouer vraiment sur la carte de cette pression sociale associée à la consommation de produits animaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en France, mais ça volait pas très haut, quoi. Et c'est vrai que le milieu antispéciste est toujours un peu en marge c'est un peu le parent pauvre des luttes et des oppressions et des luttes sociales dans la gauche. Pourtant, ce qui est important de vous dire, c'est que en fait, intrinsèquement, les militants antispécistes ont toujours été issus des milieux progressistes. Là, je vous ai mis en miniature Louise Michel, qui est une militante anarchiste dans le milieu parisien, qui a pris part à la Commune de Paris en 1870, qui, en 1870, c'était il y a quand même vachement longtemps, Peter Singer était loin d'être né, avait déjà théorisé le fait que, dans l'absolu, on devrait se passer d'exploiter et de consommer des produits issus de la mise à mort d'autres animaux. Le concept de sentience n'existait pas à cette époque-là, mais elle le disait avec ses mots, elle. Je n'ai pas mis la citation là, peu importe. Et vous avez aussi, je vous ai mis ici, c'est Louis Rimbaud, pas Arthur Rimbaud, c'est Louis Rimbaud, qui est un militant anard dans des années 30. Et il y a eu ce mouvement un peu dans les années 1930, juste avant la Seconde Guerre mondiale, de plein de milieux progressistes, anarchistes, libertaires, qui voulaient s'émanciper un petit peu de l'exploitation animale et qui ont créé des revues, des lieux et des groupes de personnes qui avaient décidé de s'affranchir de l'exploitation animale, toujours dans une optique un peu anarchiste de ne pas vouloir ni se soumettre ni soumettre d'autres individus. Et je vous conseille le livre ici, Animal Radical, qui a été écrit par Jérôme Segal il y a 3 ou 4 ans. Ce n'est pas un historien ni un sociologue à part entière, mais il a écrit un bouquin vraiment sur l'histoire et la sociologie du mouvement antispéciste, de ses origines. Donc du coup, il date ça à peu près aussi de Louise Michel
et Louis Rimbaud, jusqu'à aujourd'hui avec les différents mouvements de L214, 269 Life, Libération Animale, pour ceux qui connaissent. Et je vous ai aussi mis ici la théorie du tube de dentifrice, qui est une biographie de Henri Spira, qui est un anarcho-syndicaliste, un anarcho-syndicaliste américain qui du coup a théorisé en fait des moyens de lutte pour faire des avancées concrètes pour le droit des animaux, et c'est lui par exemple qui a fait abolir énormément de tests sur l'expérimentation animale par Revlon. Vous voyez ces tests horribles où on mettait des différents produits dans les yeux des lapins, ce genre de choses. Et il a théorisé des moyens de lutte. Et en fait, on se rend compte que la militance antispéciste est vraiment née à gauche et a toujours été marginalisée à gauche, malheureusement. Et aujourd'hui, il existe pas mal de ponts qui sont en train de se créer avec les luttes antiracistes et avec les luttes féministes. Carol J. Adams, et d'ailleurs ce bouquin ne date pas d'il y a 6 mois, il a vraiment plusieurs années, a écrit La politique sexuelle de la viande, où en fait elle met le lien entre l'exploitation animale et cette vision viriliste de la consommation de viande, avec le fait que les femmes aujourd'hui ont toujours été considérées comme de moindre valeur ou moins fortes que les hommes. Je ne suis pas non plus le mieux placé pour en parler, mais il existe une tonne de ressources et une tonne de liens et de ponts qui sont aujourd'hui existants, qui permettent de tisser des liens entre les milieux antispécistes et les sphères féministes et antiracistes. Notamment, Axel Playus, quand elle viendra là dans quelques semaines, elle parlera du black veganism. Donc je ne vais pas non plus m'étendre trop sur ça, mais vraiment, il y a aujourd'hui des ponts qui se créent de tous bords et c'est vraiment chouette. Mais malheureusement, faut savoir un truc, c'est que la cause animale a toujours été récupérée et utilisée par l'extrême droite et le fascisme et les mouvements que moi, en tout cas, je combats et j'espère vous aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la première initiative populaire en Suisse qui a été votée et acceptée par le peuple suisse, c'était l'interdiction de l'abattage rituel en 1893. Et en fait, typiquement en France aujourd'hui, on a ce thème qui est véhiculé dans les discours politiques, mais à des visées principalement islamophobes. Et en fait, à l'époque en Suisse, c'était pas sur le halal, mais c'était sur la question du kasher. Et il y avait eu des campagnes complètement antisémites qui avaient parcouru la vie politique suisse pour interdire l'abattage rituel qui a été interdit en 1893. Et là, typiquement, j'ai mis en photo aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous Clément Méric, qui est un militant de gauche qui a été tué dans une rixe à Paris. Et en fait, les milieux d'extrême droite ont toujours défendu la personne qui a mis à mort Clément Méric, ont toujours défendu notamment toutes les sphères d'égalité, réconciliation, etc., ont toujours défendu le meurtrier de Clément Méric en le présentant comme un grand défenseur de la cause animale qui luttait contre l'exploitation des plus faibles, etc. Enfin, ça a vraiment été une ligne de défense et la cause animale a toujours été malheureusement récupérée par ces milieux-là. Et aujourd'hui, je pense que les milieux féministes connaissent peut-être l'existence du collectif Némésis, qui est un peu un collectif féministe identitaire. Aujourd'hui, malheureusement, il existe exactement ces mêmes choses dans les milieux, dans le milieu animaliste. Il existe des groupes d'extrême droite qui revendiquent et font la promotion du véganisme, pas dans l'idée d'une justice sociale, mais plus dans un aspect d'ascétisme et de pureté. C'est quelque chose d'assez flippant. D'ailleurs, vous avez le site qui faisait la promotion de l'arianisme, qui avait une section dédiée au véganisme. Et ce site n'est plus en ligne, ou alors il n'est pas plus accessible depuis la Suisse. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais vous aviez des citations de néo-nazis qui faisaient la promotion du véganisme avec des caricatures des antisémites des plus dégueulasses. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des mouvements militants qui sont toujours un peu dans l'ombre, mais qui malheureusement souffrent de la répression, notamment le collectif 269 Libération Animale, qui avait popularisé les blocages d'abattoirs. Nous, on a un camarade qui a fait 11 mois de détention provisoire à Chandelon, à Genève,
La plupart aujourd'hui des militants qui ont fait de la désobéissance civile à visage découvert ont aujourd'hui malheureusement des condamnations et quittent un peu la sphère du militantisme un peu actif. Et la lutte, elle est en train un peu de s'institutionnaliser. Vous avez le parti animaliste qui en France a présenté des candidats aux élections législatives, possède aujourd'hui des conseillers municipaux. Et en Suisse, vous avez le collectif Sentience Politics, qui est à l'origine de la votation qui a été malheureusement refusée en septembre dernier. Mais je vous encourage à vous documenter sur la répression des mouvements animalistes, notamment en Autriche. Le mouvement autrichien était à ça d'abolir les élevages de poules en batterie et malheureusement a été complètement muselé et la répression d'État a vraiment frappé fort et on a eu des militants emprisonnés. Les procès ont eu lieu depuis et ces personnes ont été acquittées. Mais il y a eu vraiment un appareil d'État qui s'est vraiment opposé à une quelconque, ne serait-ce qu'amélioration du sort des animaux en Autriche. Vous avez la même chose avec le mouvement de l'Animal Liberation Front aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, d'ailleurs, ce mouvement qui est d'origine un peu anarchiste, libertaire, est considéré comme une organisation terroriste aujourd'hui, l'est toujours depuis peut-être 15-20 ans. Et voilà un petit peu la situation actuelle, en tout cas, du mouvement animaliste en francophonie. On a des groupes un peu épars qui restent un peu dans la marge, qui subissent la répression. Et on a aussi des mouvements qui tendent à s'institutionnaliser, ce qui est plutôt chouette, mais tout ça pour dire que la lutte continue. Conclusion et perspectives, je pense qu'on ne va même pas les présenter. J'aimerais vraiment qu'on prenne maintenant le temps de discuter et d'échanger sur cette cause, parce qu'en fait, moi, je vous ai dit qui j'étais, mais j'ai aucune idée en fait de savoir qui vous êtes, quels sont vos a priori sur les sphères antispécistes et qu'est-ce que vous en pensez de manière générale, si vous avez des bons arguments, des contre-arguments. Moi, pour ma part, j'ai décidé d'arrêter de consommer des produits animaux parce que je trouvais aucun argument rationnel pour justifier de continuer à le faire. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. J'aimerais vraiment qu'on prenne un moment pour échanger et discuter de ça, si ça vous va.